Bonjour à tous, voilà c'est la vidéo mensuelle de suivi du DCA août 2025. On va faire un bilan arrêté au 31 juillet 2025, puis ensuite je vais vous montrer ce que je vais faire au mois d'août, je vais vous montrer le portefeuille, et puis comme les performances sont très bonnes, je vais répondre à la question, ne faut-il pas tout vendre avant le crack qui va finir par arriver? Là, c'est vrai que ça a bien monté, je suis en pleine euphorie, je ne sais pas si c'est le cas de votre côté, j'espère que oui, si vous faites un DCA, puisque moi, pour ma part, je constate un gain latent de 2607 euros pour un DCA qui a été commencé en janvier 2024, donc un DCA de 19 mois. Et puis surtout, c'est l'indicateur que j'aime bien calculer, que moi je suis le plus, c'est le rendement annuel moyen de chaque versement. Il ressort à 15,68%. Donc c'est comme si chacun de mes versements, je les avais faits sur un livret dont le taux facial était de 15,68% brut avant impôt, évidemment. Là, j'avais démarré par des versements mensuels, puis en cours de route, j'ai préféré, essentiellement pour des raisons psychologiques, passer au versement hebdomadaire. Mais il y a aussi une raison rationnelle, c'est que je trouve que les marchés sont quand même assez volatiles, et donc je me sens plus à l'aise avec un versement hebdomadaire. Le gain latent, lui, sur le portefeuille est de 13,33%. Il est inférieur au rendement annuel moyen de chaque versement. C'est logique puisque pour le moment, mon DCA a une durée de vie inférieure à 2 ans. Mais à terme, le gain latent sera supérieur au rendement annuel moyen de chaque versement. Alors cet indicateur, il est bon, il est même trop bon. C'est un peu inquiétant puisque la moyenne historique des marchés est autour de 7-8%. Donc ça veut dire que logiquement, avec le temps, mon rendement annuel moyen devrait finir par baisser et revenir vers 7-8%. D'où la question, sommes-nous au plus haut et faut-il prendre ses profits? Faut-il tout vendre avant le crack qui va finir par arriver? Voici la composition du portefeuille. Donc on est à 82% sur des ETF et des OPCVM, principalement des ETF S&P 500. Plus de 2 tiers du portefeuille donc, est sur ETF S&P 500. La majorité du portefeuille, donc 53,5%, est sur un seul ETF, le BNP Paribas Easy Non Hedgé, c'est-à-dire non couvert contre le risque de change, ESE, qui est logé sur le PEA, qui désormais est chez Trade Republic. Auparavant, j'avais le BNP Paribas Easy Hedgé, c'est-à-dire couvert contre le risque de change. J'ai démarré mon DCA avec 7 ETF. Et puis j'ai profité de mon transfert de PEA de Boursorama à Trade Republic pour switcher, pour changer d'ETF, puisque chez Trade Republic, les frais de courtage sont à 1 euro, donc je ne pouvais pas le faire chez Boursorama. J'ai switché, pourquoi? Bah parce que le dollar est très bas, donc je me dis que le dollar ne peut que remonter, donc il vaut mieux aller sur du non-hedgé. Et puis deuxièmement, le coût de la couverture a augmenté sur les ETF hedgés ces derniers mois du fait du différentiel d'écart de taux entre la zone américaine et la zone européenne. Par conséquent, donc je trouvais que c'était le bon moment pour switcher. J'ai raconté ça dans des vidéos précédentes. Donc désormais, mon DCA est actif sur ce que j'ai mis en jaune, le BNP Paribas Easy Non-Hedgé ETF qui représente plus de la moitié de mon portefeuille. Ceci dit, comme vous le voyez, il me reste un petit bout de BNP Paribas Easy Hedgé, ticker ESEH, qui représente 4,8% de mon portefeuille, que je ne peux pas vendre pour remettre sur PEA, parce qu'il y a une plus-value latente. Hein. Pour le moment, il est sur compte titre, hein, cet ETF. Il est sur compte titre parce que j'avais continué mon DCA pendant la période de transfert sur compte titre. Et donc le problème du compte titre, c'est que contrairement au PEA, lorsque vous avez des plus-values latentes et que vous vendez, il faut passer par la case fiscalité, par le PFU. Et donc comme je n'ai pas trop envie de passer par la case fiscalité, je le conserve, mais je ne fais plus de DCA sur cet ETF. Ceci dit, si une opportunité se présente, si par exemple j'ai des moins-values sur d'autres actifs, j'essaierai de faire une compensation à un moment donné et je rebasculerai tout ça sur le PEA. J'ai aussi l'ETF Invesco P500 qui lui est en réplication physique. Pareil, il est sur compte titre Trade Republic qui représente pas loin de 9% de mon portefeuille. Je l'ai accumulé durant la période de transfert de mon PEA, période durant laquelle je ne pouvais pas continuer malheureusement mon DCA sur PEA. Et j'ai enfin un OPCVM sur mon plan d'épargne retraite individuel chez Boursorama. Concernant les actions qui représentent 18% de mon portefeuille, c'est toujours les 4 mêmes par rapport au mois dernier. Donc Apple qui représente environ 10% du portefeuille,
Tesla qui représente désormais 2% du portefeuille, je l'ai mis en jaune parce que mon DCA est actif sur Tesla. C'est un DCA hebdomadaire de 13 euros par semaine. J'ai une légère moins-value, c'est pour ça aussi que je l'ai mis en rouge. Et puis j'ai deux autres titres, Savencia et Neuron sur PEA, PME. Savencia, ça a bien marché, ça représente 3,2% de mon portefeuille. Neuron, par contre, bah, c'est un peu faiblard, j'ai une légère moins-value dessus et ça représente 2% de mon portefeuille. À noter que mon portefeuille est exposé à 90% au dollar et à 10% à l'euro. Le S&P 500 est au plus haut, 8% de hausse depuis le début de l'année. Le point haut a été atteint à 6427 points et on ouvre le mois d'août à 6339 points. Alors, grosse inquiétude, deux indicateurs qui nous laissent penser que les marchés sont quand même fortement valorisés. D'abord le PER qui est au moins 30% plus élevé que sa moyenne historique. Ça veut dire qu'à tout moment, ça peut craquer de 30% si jamais les PER, les ratios de valorisation cours sur bénéfice, revenaient à leur moyenne historique. Et puis deuxième indicateur un petit peu inquiétant, c'est celui de l'absence totale de prime de risque, puisque le rendement des entreprises sur le S&P 500 est d'environ 4,5%, c'est-à-dire leur bénéfice par rapport à leur cours de bourse. Et je ne parle pas du dividende, hein, mais du bénéfice réalisé. Et les obligations américaines à 10 ans rapportent environ 4,5%. Donc ça veut dire c'est le même chiffre. Ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas de prime de risque sur les actions par rapport aux obligations. Ça veut dire que les marchés attendent une croissance très importante des bénéfices sur les années futures. Donc il suffit qu'il y ait des mauvaises nouvelles, il suffit que la croissance ne soit pas aussi élevée que ce à quoi les marchés s'attendent et les cours de bourse pourraient fortement chuter. Je vous montre aussi le S&P 500 calculé en euros. Alors là, par contre, on est encore négatif depuis le début de l'année. On est à moins 1,8%. Cela est dû à la baisse du dollar. Moi, je n'ai pas subi cette baisse puisque sur cette période, j'étais sur des ETF hedgés, donc couverts contre le risque de change. C'est pourquoi peut-être vous n'avez pas constaté la même performance que moi sur le premier semestre 2025 si vous étiez sur des ETF non hedgés, mais rassurez-vous, à long terme, les ETF non hedgés finissent toujours par gagner sur les ETF hedgés, et c'est pourquoi je suis d'ailleurs revenu sur des ETF non hedgés, et je pense que sur le S&P 500 calculé en euros, compte tenu de la remontée du dollar à laquelle on va assister, je pense que la courbe va revenir assez rapidement positive, du moins je l'espère. Dans ces conditions, qu'est-ce que je fais pour le mois d'août 2025? Est-ce que je vends tout? Est-ce que je prends un petit peu de profit? Ou bien est-ce que je continue mon DCA? Si vous me connaissez, vous savez déjà la réponse, hein. Évidemment, je continue mon DCA pour le mois d'août 2025 de la façon suivante avec 4 versements hebdomadaires sur l'ETF BNP Paribas Easy, non hedgé et sur Tesla. Alors pourquoi je continue? Parce que c'est le principe du DCA. Le DCA, il faut être humble. On ne sait pas où sont les plus hauts, où sont les plus bas. Donc il y a deux hypothèses. Soit on est vraiment au plus haut et ça va craquer. C'est pas grave, le DCA permettra de continuer d'accumuler des titres et de faire diminuer son prix de revient unitaire moyen. Il faut voir ça à long terme. À long terme, on pourra profiter de la hausse des marchés financiers. Soit on n'est pas encore au plus haut, il n'est pas impossible que les marchés ne se trompent pas. On ne peut pas exclure l'hypothèse que les marchés finalement soient efficients et rationnels et que le S&P 500 soit correctement valorisé et que ça va continuer de monter. Et dans ce cas-là, il faut être dans le train pour profiter de la hausse. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je ne fais que documenter ce que moi je fais personnellement. Chacun est responsable de ses investissements. Évidemment, on peut perdre beaucoup d'argent en bourse, mais on limite les risques de perte lorsque l'on est à long terme. Donc moi, je continue mon DCA pour le mois d'août 2025. Je ne veux pas trop suivre les marchés au mois d'août puisque je ne serai pas en France, je vais partir quelques jours au Vietnam, mais je vous donne rendez-vous le mois prochain pour continuer de suivre ce DCA. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like ou à vous abonner pour qu'on puisse se retrouver plus facilement la prochaine fois. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!